Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'interview Agri TV. Aujourd'hui, nous recevons une dame, Madame Elissa Mbang Ekoutou. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous laissons la latitude de vous présenter à nos téléspectateurs et internautes. Merci. Je suis Elissa Mbang Ekoutou, comme vous avez dit. Je suis vice-présidente de la Chambre d'agriculture et présidente de la section agriculture. C'est en cette qualité que je suis invitée ici. C'est vrai que je suis aussi femme entrepreneur. Je suis chef d'entreprise d'une agro-industrie et également PCA d'une coopérative. Mais je crois que c'est le volet Chambre d'agriculture qui vous intéresse le plus. Donc, on aura l'occasion de parler peut-être des autres volets après. Ok, effectivement, le volet d'agriculture qui nous intéresse. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et forêt. Quelles sont les missions de la CAPEF? La Chambre d'agriculture, je profite de l'occasion de ce plateau pour présenter la Chambre d'agriculture. D'abord, avant de rappeler nos missions pour que tout le monde soit suffisamment édifié. Donc la Chambre d'agriculture est une institution consulaire qui était à l'époque couplée à la Chambre de commerce et qui a été donc séparée. Vous avez maintenant une Chambre de commerce puis une Chambre d'agriculture. Cette Chambre d'agriculture a 4 sections, 4 secteurs qui sont la section agriculture avec le plus fort taux de siège. Vous avez la pêche, l'élevage et la forêt. Donc, en réalité, la Chambre d'agriculture a 100 membres élus dans les régions respectives en fonction de leur secteur professionnel. Qu'est-ce que nous venons faire à la Chambre? Pour être membre de la Chambre d'agriculture, il faut être d'abord opérateur économique. Il faut bien qu'on se comprenne sur ce point. Parce qu'il y a beaucoup qui disent « je veux être membre ». Non, non, non. Il faut être élu. Avant d'être élu, il faut même être d'abord un professionnel du secteur. Ensuite, vous êtes élu dans la région par vos pairs et ensuite, vous êtes élu au niveau national. Donc, au niveau national, nous avons 7 sièges qui sont donc les sectoriels, 4 sièges. Le président de la Chambre d'agriculture qui est nommé par le chef de l'État parmi les élus. Ensuite, vous avez le rapporteur et vous avez le premier vice-président, ce qui compose les 7 sièges. La Chambre d'agriculture a donc pour mission, en fait, en réalité, la représentativité du monde agro-silvo-pastoral et halieutique au Cameroun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes une force de proposition. Nous sommes là pour des plaidoyers du secteur. Des deux côtés, j'espère, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté des agriculteurs. Évidemment, évidemment, puisque nous les représentons, nous vivons du métier de l'agriculture. Donc, on s'adresse à nous en tant que professionnels de l'agriculture. Si le gouvernement veut, par exemple, améliorer une loi qui handicape peut-être le secteur agricole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va adresser officiellement une correspondance à la Chambre d'agriculture qui va se déployer auprès des professionnels agricoles pour voir si cette loi apporte un changement ou pas. Donc, on fait régulièrement des plaidoyers, des concertations multi-secteurs dans l'agriculture. On fait également disons qu'on fait aussi des propositions. Vous pouvez arriver, trouver que le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures et se rend compte que ces mesures ne sont pas en train de marcher ou alors que ça ne marche qu'à 20% de leurs espérances. Donc la Chambre d'agriculture est là pour également attirer l'attention ou appeler l'attention du gouvernement sur un certain nombre de choses qu'il pourrait améliorer pour la profession. Depuis combien d'années la Chambre d'agriculture existe-t-elle? Oh, ma foi, c'est une vieille institution. C'est vrai qu'elle a été un peu en léthargie,
pendant un certain nombre d'années. Et l'État a relancé donc la Chambre d'agriculture en 2009 avec des missions beaucoup plus fortes, en lui donnant beaucoup plus d'envergure et de possibilités d'investir directement dans le monde rural. Ok, lors de vos propos tout à l'heure, vous avez dit que pour être élu dans l'un des secteurs de la Chambre d'agriculture, il fallait être déjà élu localement. Oui. Et vous avez dit que vous avez 7 élus. On a 10 régions. J'aimerais que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Très bien. En réalité, si je ne me suis pas bien fait comprendre, nous avons 7 membres du bureau exécutif. En 2009, quand la Chagri disparaît pour devenir CAPEF, elle revient avec des propositions de 200 membres élus, répartis 20 membres par région. Donc, c'est un scrutin de liste de 20 membres par région qui partent aux élections. Vous avez eu des régions, par exemple, qui ont eu 2 listes, d'autres en ont eu 4, d'autres en ont eu une seule, par liste consensuelle. Donc, ces 200 membres, ces listes gagnantes dans les régions vont constituer les 200 membres de l'époque en 2009 et sont arrivés, c'est comme ça que nous sommes arrivés, à la Chambre d'agriculture. Il a fallu attendre que le chef de l'État donc nomme parmi les 200 élus l'actuel président de la Chambre d'agriculture, qui est M. Mongui Sosomba Janvier. Ensuite, les autres postes, donc c'était des postes électifs qui étaient ouverts dans les sections. Bon, pour donner un exemple, la section que je dirige actuellement, que je pilote actuellement, est composée de 88 membres. Donc il a fallu aller aux élections avec multiples candidats et on a eu, je crois, 4 candidats qui à la fin se sont retrouvés à 2 parce que j'étais en concurrence avec un candidat du Nord-Ouest. Mais au finish, voilà, c'est moi qui ai été élu dans cette section. Donc vous avez la section pêche qui avait 24 membres, vous avez la section élevage qui a 44 membres et la section forêt qui a 44 membres. Donc chacune des sections se retrouve avec ses membres et élu son bureau. Parce qu'il n'y a pas que le président, il y a le président, il y a un vice-président et il y a un rapporteur de section. D'accord. Ok, maintenant, venons à ce qui nous concerne. En tant que vice-présidente de la section agriculture, c'est ça? De la Chambre d'agriculture. De la Chambre d'agriculture. Présidente de la section agriculture. Donc, en tant que vice-présidente de la Chambre d'agriculture et présidente de la section agriculture, oui. Pouvez-vous nous dire comment se porte l'agriculture en général au Cameroun? C'est une question bien complexe. Ça dépend de l'angle dans lequel on prend cette question. Beaucoup d'acteurs pratiquent l'agriculture au Cameroun. Si j'étais un simple paysan rural, je vous dirais que je ne suis pas satisfaite parce que les semences n'ont pas les rendements escomptés, les intrants ne sont pas disponibles ou sont plus ou moins douteux. Je serais en train de vous dire que j'ai des problèmes pour vendre mes produits, d'où la difficulté de marché, etc. Si je suis un agro-industriel qui exploite sur 1000 hectares ou 100 000 hectares de terre avec des équipes techniques, avec toute la machinerie qui va derrière, je vous dirais que les moyens financiers énormes. Les moyens financiers énormes, je vous dirais oui, l'agriculture au Cameroun marche très bien. Donc tout est relatif, tout dépend de la filière dans laquelle on se pose le problème, tout dépend de l'acteur qui est concerné par cette problématique. Donc c'est une question qui peut appeler à beaucoup d'équivoques. D'accord. Ok. Notre pays a une agriculture vivrière portée par la demande, ainsi qu'une agriculture de rente. Les acteurs de ces différents secteurs, surtout ceux, bien entendu, de l'agriculture vivrière, ont très souvent besoin de financement. Comment la CAPEF soutient-elle ces acteurs? C'est une très bonne question.
La Chambre d'agriculture n'est pas là pour financer qui que ce soit. Je l'ai dit tantôt, nous avons des ministères de tutelle qui ont des programmes et projets. Et je pense par exemple au ministère de l'Agriculture. Il n'échappe à personne que le ministère de l'Agriculture a des projets par filière. Vous avez par exemple un programme qui ne traite que des problèmes du bananier plantain, vous avez un programme qui ne traite que des problèmes du cacao et du café, donc c'est des programmes sectoriels. Et j'invite vos téléspectateurs qui nous regardent, surtout acteurs du monde rural, à s'adresser directement vers ces guichets. La Chambre d'agriculture ne finance pas. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle accompagne, elle appuie, elle structure, elle oriente, elle donne des idées, elle facilite la promotion économique, elle fait vendre le label Cameroun. Donc, mais on n'appuie pas directement les opérateurs économiques. Maintenant, il est possible que dans un secteur X ou Y, si la Chambre d'agriculture reçoit un financement pour appuyer certaines coopératives bien structurées ou certains acteurs, elle peut le faire. Elle est dans la légitimité et elle peut le faire. Mais ce n'est pas sa vocation première. Parce que la Chambre d'agriculture est sous tutelle technique du MINADER. Donc, c'est le ministre de l'Agriculture qui impulse la stratégie gouvernementale en matière d'agriculture et qui a des démembrements spécifiques qui soutiennent ces structures. Il faut aussi que les gens sachent que quand vous voulez accéder au financement pour quoi que ce soit, il faudrait vous rassurer que vous répondiez aux critères. Je vais vous donner un exemple. Bien entendu. Le programme Agropole. Le programme Agropole, beaucoup de coopératives sont venues au début en disant ben, l'État va nous donner 70% de ce qu'on demande et après on va se battre pour apporter 30%. On s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Que l'État, dans un agropole, considère qu'il y a un ensemble d'acteurs qui sont déjà actifs dans un domaine. Et qui sont peut-être organisés. Qui sont déjà organisés. Et maintenant, l'apport de l'État, là-dedans, peut être financier, il peut être technique, il peut mettre en place, par exemple, les ponts, les routes, tout ce qui est activité sociale, hein, dont les populations qui sont dans une localité donnée et qui développent une certaine activité ont besoin de ces infrastructures dont l'État devrait s'occuper. Et de deux, pour bénéficier, il faut que ces acteurs libèrent, je crois, leur quote-part dans le compte, que vous rapportez un relevé de compte qui prouve que, par exemple, si vous avez besoin de 100 millions, qui prouve que vous avez déposé 70 millions sur le compte. Ah non, mais madame, les agriculteurs, les pauvres petits agriculteurs, 70 millions, même s'ils sont regroupés en coopérative, c'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est bien ou c'est pas bien, puisque c'est pas moi qui gère ce programme. Voilà. Mais je vous explique comment ça fonctionne là-bas. Et par contre, moi, il y a pas mal de personnes quand même qui ont pu bénéficier de l'accompagnement du MINEPAT sur le volet agricole. Donc, je veux dire que apparemment, les gens étaient capables de mobiliser les fonds, puisque Agropole inaugure des zones industrielles un peu partout aujourd'hui. Donc, moi, tout simplement, je rappelle, j'aime préciser qu'il est bon de demander un appui, un accompagnement, si on est capable de respecter les critères d'éligibilité du guichet dans lequel on s'adresse. Hein, vous comprenez? Si vous venez avec une demande de 120 millions pour une petite unité agro-industrielle et que vous vous retrouvez au guichet Exim Bank va vous dire, moi je finance à hauteur de 2 milliards. Vous voyez, vous êtes trompé de porte. Bien entendu. Donc, tout le monde a, chaque programme, chaque projet qui appuie, qui accompagne à ses critères d'éligibilité. Par exemple, il y a le programme ACEFA, je crois que beaucoup de vos lecteurs, les spectateurs le connaissent. ACEFA a distribué suffisamment de milliards dans le monde rural à qui était capable de bénéficier. Vous avez des acteurs qui viennent aujourd'hui avec des GIC, qui demandent un appui de 6 ou 7 millions, qui quand on a débloqué la première phase font autre chose avec. On le sait très bien.
et ils ne réalisent pas. Mais au lieu de savoir que l'erreur vient d'eux, ils attaquent le gouvernement ou ils attaquent le programme. Je ne dis pas que tous les programmes sont sans souci, mais je donne l'exemple d'ACEFA parce que c'est un programme aujourd'hui que tout le monde apprécie. Si vous êtes organisé, si réellement vous êtes engagé dans l'agriculture, ils vous accompagnent. Ils donnent des appuis en matériel, ils donnent des appuis financiers. Ils accompagnent d'abord en formation. Parce que vos téléspectateurs... Et en espérant que cet accompagnement est suivi de près par la CAPEF. Effectivement, il faut savoir que pour se lancer dans l'agriculture, monsieur, il faut absolument être professionnel. Si vous mettez la mauvaise semence de palmier à huile et que 6 ans, 7 ans après, vous vous rendez compte que ça ne produit pas, parce qu'il y a des exemples comme ça. Les gens ne s'adressent pas au guichet officiel. Ils ne vérifient pas la qualité des semences qu'ils mettent dans les sols. Ils ont toujours un petit à côté. On va dans l'administration, on passe par derrière, on connaît un ingénieur XYZ, il vous recommande des semences. Et puis quand vous avez investi, c'est en centaines de millions. Ah ben alors qu'est-ce que vous faites après? Donc il y a un problème de responsabilité même de ces acteurs. Donc les professionnels, ça se joue des deux côtés. Vous ne pouvez pas faire de l'agriculture parce que vous vous dites que vous avez raté votre vie, vous avez un diplôme, vous ne savez pas quoi faire. Non, l'agriculture est une affaire de professionnels. Vous ne pouvez pas aller mettre une semence qui n'est pas adaptée dans un sol précis et espérer avoir un rendement. Donc les programmes et projets, en fait, au-delà du financement, prennent en compte la formation, l'accompagnement et la compréhension même des acteurs sur les filières qu'ils sont en train dans lesquels ils travaillent. Ces acteurs du monde rural, puisque nous sommes au Cameroun, Oui. Le monde rural, on sait ce que c'est. Oui. Très souvent, est-ce que l'information que vous détenez, que ce soit au niveau de la CAPEF, que ce soit l'information du ministère, que ce soit l'information des organisations internationales, dans le domaine dont nous parlons, est-ce que l'agriculteur qui se trouve au fin fond Goulémacom, comment l'information fait pour lui parler? Bon, là, c'est un sérieux problème. Hein? La couverture médiatique. D'abord, je vais vous donner un exemple bête qui peut vous faire rire. Si vous voulez diffuser un communiqué à Mbam, dans la vallée d'une Thème, je vais dire un truc bête, hein, pour annoncer un deuil, par exemple. Est-ce que vous savez que les populations vont passer le communiqué dans une radio gabonaise et c'est la radio gabonaise qui envoie l'information à Mbam? Ça, c'est une réalité. Donc, est-ce que nous, à notre niveau, à part la chaîne de télévision nationale, et puis les autres chaînes, et la vôtre d'ailleurs aujourd'hui, qui, il faut le féliciter, rentre vraiment dans le vif du sujet, nous n'avons, l'information ne circule pas. Pourquoi? Parce que les médias coûtent cher, selon que vous écoutez ces coordonnateurs de programmes et projets, ça coûte cher et on minimise en fait le budget communication dans un département ministériel. Donc ça se limite à appeler 5 journalistes quand le ministre se déplace pour faire passer de l'info. Mais le sujet même crucial qui a été débattu n'est pas suffisamment développé. On va vous dire, on a inauguré un agropole poisson. On a vu le ministre, on a vu les acteurs. Bon, les gens ont bu, dansé, ils étaient contents. On nous a brossé les milliards qui sont dans le programme. Mais en réalité, ce que vous dites est très important. Qu'est-ce que le programme Agropole? Est-ce qu'on a pris le temps d'aller à la télévision, à la radio, dans nos langues locales, expliquer à ces acteurs que voilà, le Cameroun vient de signer telle ou telle convention qui est utile pour vous les agriculteurs. Voilà ce que vous devez faire pour y accéder. Donc, je suis d'accord avec vous. Et c'est là que tout le monde reconnaît qu'il y a un déficit en communication dans tous les programmes agricoles. Il faut venir à Yaoundé pour peut-être au hasard, au détour
d'un entretien, découvrir que, ah, il y avait tel programme ou tel projet. Donc, je pense que le gouvernement doit suffisamment communiquer, hein, surtout sur ces filières très importantes. Le chef de l'État a parlé de la révolution agricole. Mais pour faire cette révolution agricole, il faut que les acteurs sachent ce que le gouvernement fait pour qu'on réussisse cette révolution agricole. Et je vous rassure, c'est ceux qui ont l'info. Malheureusement, notre égoïsme camerounais fait que ceux qui ont l'info ne le partagent pas facilement. Donc, du coup, ceux qui sont au courant sont au devant de la scène et ceux qui ne le savent pas se font exploiter par ceux qui sont au devant de la scène. Je vais même conclure sur ce. J'aime toujours donner des exemples. Le gouvernement a organisé le comice agro-pastoral des Bolova. Et il y a un monsieur qui est venu, il a raflé le prix du meilleur producteur de piment d'Ambam. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. Les pauvres, ils sont un peu éloignés. Bon, je dis ça comme ça. Mais ça a été un cas qui a choqué tout le monde. En réalité, le véritable producteur de piment était qui? C'était une dame avec ses enfants qui avait réussi à développer plus de 14 hectares de piment. Elle n'était pas au courant de ce qu'il fallait faire pour se présenter au comice agro-pastoral. Malgré les réunions des sélections et des je ne sais quoi, son nom a été effacé. On a mis un monsieur qui a reçu le prix, parce qu'il est allé acheter la production chez cette dame, et il s'est fait présenter comme producteur agricole. Donc je veux dire que là même, notre ministère de tutelle pêche un peu. Et beaucoup même, pas un peu, parce beaucoup. Que quand on prend un commerçant et qu'on lui fait tenir la place du producteur, ce monsieur a eu un diplôme de participation, il a eu des atomiseurs, il a eu des dons pour près de 2 millions de francs CFA venant du chef de l'État. Après le comice, il s'est arrêté au marché des Bolova, il a revendu. Et puisqu'il n'est pas producteur. Comment ça vous a échappé au niveau de la Mais chambre? ça ne nous a pas échappé, la chambre d'agriculture, puisque je vous donne cet exemple. Mais vous donnez l'exemple après, pas avant. Non, je ne suis pas le gouvernement. Moi, je représente le secteur privé. Et justement, notre rôle, quand ça se passe ainsi, c'est d'interpeller notre ministère de tutelle sur toutes ces dérives. Et c'est pour ça que si on parlait aujourd'hui des coopératives agricoles, je vais même aller plus loin. Nos coopératives agricoles, elles sont structurées. Prenons l'exemple du cacao. Voilà un bel exemple où la coopérative n'a aucun poids. La coopérative fonctionne du mois de janvier jusqu'au mois de juillet où les planteurs n'ont plus d'argent parce qu'ils se sont endettés. Ils ont besoin de fongicides, ils ont besoin d'insecticides pour entretenir les plantations. Ils sont dans une coopérative où ils payent plus ou moins bien l'adhésion. Il y a des zones où ça marche, il y a des zones où ça marche moins bien. Mais quand vient la vente du cacao, mais c'est fini. La vente, le gouvernement le sait. Comment est-ce qu'il combat ça par des textes? Mais ce n'est pas les textes qui arrivent dans les villages. Ils prennent des mesures, c'est vrai, mais l'autorité administrative vous dit qu'il ne peut pas aller saisir, on les appelle communément les coxeurs. Les coxeurs. Bon, en gros, le coxeur, c'est quoi? C'est le gars qui fait sa prospection, il a une opportunité, il achète un sac de cacao, je ne sais pas moi, à 80 000, et puis il va aller le revendre peut-être à 85 ou à 90 000. Bon, la campagne dernière... Il fait de la spéculation en amont. Ce n'est que ça, que de la spéculation. Et ces coxeurs sont connus de tous. Voilà un problème qui nous dépasse tous. Nous créons des coopératives, nous formons, nous accompagnons, nous négocions avec des institutions financières pour les accompagner. Mais au moment où vient la commercialisation du cacao, il n'y a pas 1000 acheteurs de cacao. On les connaît tous. Mais ils emploient des méthodes, excusez-moi, de brigands. On va acheter une fève à 450 francs ou à 300 francs dans un marché éloigné. Le planteur n'a pas l'information, il ne connaît pas le prix du jour. Alors, quand on lui propose sa fève à 300, alors qu'elle peut s'acheter dans le sud-ouest à 900 francs, mais il n'est pas au courant. Il n'a pas de lumière, lui, pendant 2 ou 3 mois. Même s'il lui fallait un téléphone avec les nouveaux moyens des TIC, mais il ferait comment pour comprendre que le prix aujourd'hui du cacao a monté? Il ne sait pas. Donc, c'est des difficultés
que nous rencontrons, et je crois que le ministre du Commerce l'a très bien compris, puisque régulièrement, ils accompagnent des radios communautaires qui se créent. Mais bon, j'imagine qu'ils ont peut-être des moyens limités, mais évidemment, c'est des initiatives qu'il faut intensifier. Parce que le producteur, s'il sait que sa fève peut se vendre à 900 francs le kilo, ben, il ne le vendra pas à 400 francs. Et on sait très bien qui fait ce genre de choses. On connaît ces entrepreneurs. Et on laisse faire pendant des années. Ils sont connus et connus de tous, je vous rassure. Donc, Okay. voilà. Mais on va vous dire, c'est la libération du secteur, voilà. Donc chacun est libre de vendre à qui il veut, au prix qu'il veut. Bon, ça c'est un discours qu'on nous sort régulièrement. Mais je pense que la Côte d'Ivoire a compris qui, malgré que le secteur du commerce soit libéralisé, a mis en place un programme qui bloque le prix minimum aux planteurs. Ça a rapporté un peu de stabilité sur le secteur du cacao. Peut-être il serait temps que le Cameroun, sous l'impulsion de la CAPEF, Nous le avons fasse déjà également. fait le plaidoyer, je vous rassure. Ok. Madame la vice-présidente, le Cameroun est-il autosuffisant alimentairement? Je voudrais dire oui et non, c'est relatif. Non, parce que nous ne consommons pas suffisamment nos produits locaux, et ça c'est une grave erreur. Le Cameroun, le gouvernement a autorisé, vous vous souvenez à l'époque, il y a eu les émeutes de la faim en 2008, a autorisé un certain nombre d'opérateurs économiques à importer des denrées de base sans payer des frais de taxes douanières. Bien, nous sommes également depuis des années dans une société où nous ne consommons que ce que nous importons. Ça veut dire ceux qui ont le pouvoir d'achat. On a beaucoup de choses qu'on pourrait transformer localement, mais qu'on ne transforme pas. Alors, je me suis souvent posé la question comme vous, est-ce parce que nous ne savons pas comment faire? Ou est-ce parce qu'il n'y a pas d'engouement pour investir dans le secteur de la transformation agroalimentaire? Maintenant, évidemment, l'autosuffisance alimentaire, il y a des zones très très affectées. Je pense à la zone de l'Est aujourd'hui avec les réfugiés où la nourriture manque. Je pense aux zones du septentrion qui ont la pluie peut-être de 2 mois et demi dans l'année. Ça c'est très très grave parce qu'en plus il y a une forte population dans ces zones-là. Donc si vous vous adressez à moi dans la région du Sud, je vais vous dire j'ai toujours à manger parce qu'il y a des rivières, il y a la forêt, on a un microclimat qui fait que l'agriculture se développe très bien. Bon, mais si on commence à monter dans les zones de l'Adamawa où il n'y a pas d'eau, et moyennement, et puis qu'on commence à monter, c'est très très difficile. Donc ce sont des actions que le président de la Chambre d'agriculture a déjà dénoncées. Il a interpellé nos tutelles là-dessus en préconisant des espaces ou beaucoup plus de systèmes d'irrigation ou de retenue d'eau pour permettre aux populations d'y pratiquer la pêche, l'agriculture et facilement l'élevage. Donc, est-ce que nous sommes en autosuffisance alimentaire? Je n'ai pas tous les chiffres, mais à mon avis, je ne pense pas. De deux, nous dépendons des produits importés, donc on ne crée pas d'emplois, évidemment. Nos écoles créent beaucoup de chômeurs parce qu'un système éducatif inadapté aux besoins des industriels, et je vais vous dire pourquoi tout de suite, c'est que, par exemple, vous voulez créer aujourd'hui une unité de transformation, continuons dans le cacao si vous voulez, on peut prendre une autre filière, allez, prenons l'arachide, vous voulez monter une unité de transformation d'huile d'arachide. L'arachide pousse très bien au Cameroun, mais vous ne trouverez pas les ingénieurs qui seront capables de manière pratique, hein, je ne dis pas de manière théorique. Hein, on sait qu'on a des jeunes à l'ENSAI et autres qui font dans le process alimentaire, mais vous aurez du mal à trouver un jeune qui soit capable de vous transformer un produit alimentaire. Il va vous définir le process de manière théorique sur papier, mais quand vous lui direz, bon, faisons un test pour voir comment on extrait de l'huile. Nos enfants ne savent pas. Qu'est-ce qui cloche? Il faut les amener chez des mamans qui le font artisanalement
qui ont réussi à comprendre le process et peut-être que là, ils comprendront comment on extrait de l'huile dans l'arachide. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui cloche? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à moi qu'il faut poser la question. Peut-être ça déborde de mes compétences. Mais quand on ne forme pas nos jeunes à être pratiques, à savoir qu'il n'y aura pas assez d'emplois pour eux, à leur dire dès la troisième s'ils ont des mauvaises notes, excusez-moi, hein, au lieu de soudoyer le professeur pour que l'enfant ait un niveau bac, licence et tout, vaut mieux l'arrêter au BEPC comme ils ont fait au Brésil, comme ils font en Chine ou en Inde. Les enfants à un niveau, on sait qu'ils n'auront pas d'emploi. Alors on cherche à savoir où est-ce qu'ils auront de l'emploi. Et le chef de l'État l'a dit dans l'agriculture, même pas qu'il l'a dit, il l'a démontré. Et je crois que nous tous, nous sommes d'accord avec lui là-dessus. Mais maintenant, est-ce que nous formons suffisamment nos jeunes à pratiquer l'agriculture? Est-ce qu'il existe suffisamment de lycées agricoles au Cameroun? Il y a quelques structures plus ou moins expérimentées, d'autres les considèrent douteuses. Bon, vous avez aussi des ingénieurs agronomes si on parle de production, vous avez des électromécaniciens, vous avez aussi des jeunes très très doués, sans le diplôme, hein, parce qu'on a des enfants très intelligents. Donc je veux vous dire que le problème de l'agroalimentaire, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, Monsieur Bitan, vous qui m'invitez à ce plateau, si au sortir de ce plateau, vous décidez que vous voulez transformer l'arachide de manière professionnelle, avec dans toutes les règles de l'art, vous serez obligé de faire appel à l'extérieur. Vous n'aurez pas la compétence ici. Et je le dis devant ce plateau parce que beaucoup d'ingénieurs se fâchent quand je dis ça, ils ne sont pas contents avec moi. Je leur ai dit, au lieu de passer le temps à faire des missions à l'étranger, parce que les Tunisiens, les Marocains ont fait des missions comme nous. Mais aujourd'hui, ils livrent déjà l'Europe. Pourquoi? Et pourquoi pas nous? Regardez les APE dont on se plaint. Est-ce que vous pensez que nos produits sont commercialisables dans le marché de l'Union européenne? Non, pas du tout. Mais ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas. C'est très très difficile. Le ministre de l'économie booste, il invite les opérateurs économiques aux concertations, mais peut-être que les mesures incitatives ne sont pas suffisantes, peut-être qu'elles sont inadaptées. Peut-être qu'il y a trop de concertation par rapport à l'action. Non, disons qu'il y a comment on va dire, il y a des mécanismes qui existent. Mais est-ce que ça s'adresse forcément aux opérateurs économiques locaux? Ça, c'est encore une question qu'on va se poser. Parce que les critères d'accessibilité sont tellement élevés que je vois mal un opérateur économique qui démarre dans l'agro-industrie intégrer ces programmes. Hein? Vous constaterez que quand on dit opérateur économique, c'est toujours les mêmes 20 structures camerounaises qu'on appelle depuis 40 ans ou 50 ans aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas un nouveau fleuron industriel qui se lève? Ça, c'est une véritable question. Et c'est un parcours du combattant. Là, c'est plus la vice-présidente Cham qui vous parle, mais c'est l'opérateur économique que je suis, qui est dans l'industrie alimentaire, qui va vous dire que j'ai du mal à trouver des ingénieurs en agroalimentaire. Quand ils arrivent, ils se confondent aux fonctionnaires. J'ai du mal à trouver quelqu'un qui va nous dire, voilà madame, votre usine, pour qu'elle soit aux normes, voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez être aux normes, il faut passer par Bureau Veritas SGS, je ne vous dis pas la facture. Donc je ne sais même pas si c'est abordable pour nos opérateurs économiques. Donc on a beaucoup d'handicaps encore pour arriver, pour réussir à émerger. Il y a beaucoup d'handicaps. D'accord. Mais évidemment, pour moi, l'agro-industrie reste le secteur porteur. Il donne de la plus-value à nos productions. Vous devez comprendre que tout ce que nous produisons en milieu rural, si je produis sur 10 hectares des bananes plantains et que je ne trouve pas de marché, à ce moment donné, je vais peut-être vendre 4 hectares et les 6 autres hectares vont pourrir en champ. Ça nous permet d'embrayer sur la prochaine question, Madame la Vice-Présidente. Lorsqu'on produit, il faut transformer et puis vendre. Exactement. Quelle action, dans ce cas, entreprend votre institution auprès des petits agro-industriels pour les inciter à créer de la valeur ajoutée?
Oui, disons que c'est ce que je voulais dire, c'est que nous jetons 35 à 65% de notre production. Elle pourrit. Nous jetons ou bien elle pourrit? Elle pourrit et on est obligé de jeter, c'est la même chose. Elle C'est-à-dire que pourrit parce que nous n'arrivons pas à consommer, alors parce que les voies d'accès des champs vers les zones de consommation sont inexistantes ou bien... il y a des zones enclavées, on ne peut pas se mentir. Il y a le marché qui n'est pas suffisamment organisé. Hein, ça, c'est une réalité. Il y a l'évacuation même, c'est-à-dire que le coût de l'évacuation d'une marchandise d'un village vers un marché coûte tellement cher que quand le produit arrive au marché, il est parfois inaccessible à la bourse des Camerounais. Donc, il y a beaucoup d'handicaps. Hein, il y a beaucoup d'handicaps. Je prends l'exemple de la tomate. C'est une denrée tellement périssable, mais vous voyez des camions entiers qui viennent par jour, mais alors que la moitié est jetée. Alors, on s'est dit, mais pourquoi ne pas transformer? Pas parce qu'on a été illuminé, mais parce qu'on veut comprendre pourquoi nos opérateurs économiques, depuis des années, ne voient pas qu'il s'agit ici, un problème peut devenir une opportunité d'affaires. Si on ouvre une unité de transformation de tomates, par exemple, on sait qu'au bout d'un moment, il faudra bien transformer cette tomate que de la jeter. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ne s'engagent pas. On va vous parler de la SCAN qui a fermé à Fumbote. Mais elle a fermé pourquoi? C'est un peu comme l'usine de manioc de San Mélima. C'est qu'on vous passe des milliards, on vous place une industrie, mais on ne prévoit pas les plantations qui vont alimenter l'industrie. On se base sur le petit paysan qui, s'il a bien dormi ou mal dormi, on se dit qu'il viendra livrer la marchandise. Mais non. Nous sommes dans une cuvette qui alimente de manière systématique le Tchad, le Gabon, la Centrafrique. Nous avons plein de pays périphériques qui achètent la production camerounaise. Donc, il y a même, je ne peux pas dire qu'il y a un problème de marché, il y a un problème d'organisation de ce marché. Et c'est là le point. Maintenant, qu'est-ce que la Chambre d'agriculture fait? Mais la Chambre d'agriculture rencontre régulièrement les organismes tels que le MINIMIT, par exemple, pour dire au ministère de l'Industrie, écoutez, peut-être que vos textes, pour les comprendre, sont peut-être trop techniques, peut-être qu'on ne comprend pas et que nos opérateurs n'osent pas dire on n'a pas compris. Donc, on organise régulièrement des rencontres avec ces départements ministériels pour comprendre telle ou telle activité, comment est-ce que nous pouvons la digérer à notre niveau et la faire diffuser auprès de nos opérateurs économiques. Hein, la banane plantain aujourd'hui, on sait que la farine est de très bonne qualité. Quand vous allez par exemple à Lagos, monsieur Biton, vous allez trouver que les Nigérians, de la plus petite classe jusqu'à la grande société, consomment les produits locaux. Est-ce que ce n'est pas une question, c'est pas une question d'éducation, de culture locale qui manque à la société camerounaise? Possible, certes, c'est possible. Peut-être que la culture camerounaise veut qu'on ne consomme que des produits importés, je n'en sais rien. En tout cas, tant que le gouvernement va favoriser les importations au détriment des produits locaux, effectivement, il y aura des problèmes. Donc je ne peux pas dire non plus que c'est ce qu'ils font, mais je dis qu'ils ne prennent pas suffisamment à bras le corps le problème. Effectivement, hein? Parce voilà. Que dans nos supermarchés, dans nos grandes surfaces, je ne dirais pas nos grandes surfaces, disons dans les grandes surfaces, général, oui. Dans les grandes surfaces au Cameroun, le Made in Cameroun est très souvent présent, même si ce n'est pas encore ce qu'on veut au niveau de la norme. Vous êtes dans un supermarché qui est installé au Cameroun, mais vous trouvez les produits made in Cameroun cachés quelque part, au détriment, oui, c'est très choquant. Au détriment de tous les produits étrangers. Mais c'est effectivement choquant. Non seulement c'est choquant, mais soyons honnêtes. Hein? Moi, si je vois un produit made in Cameroun, mais dont vous ne maîtrisez pas bien si la production a été faite dans un environnement sécurisé, je ne vais jamais prendre ça pour le donner à mes enfants.
Vous non plus, j'imagine. Donc, soyons un peu honnêtes. Aujourd'hui, le ministre du Commerce, pour le citer encore, a suffisamment sensibilisé les supermarchés pour essayer de mettre de plus en plus des produits camerounais. Mais ces produits camerounais, dès que vous passez le miel, le café, je ne voudrais pas compter le sucre parce que bon, quels sont les véritables produits made in Cameroun que vous avez? Le riz est importé, hein? Vous avez même la farine de manioc qui est importée de Chine. Vous comprenez ça comment? On va vous dire qu'on n'a pas de machine disponible au Cameroun pour faire de la farine de manioc aux normes européennes ou aux normes internationales. Oui, mais qu'est-ce qui explique ça? Qui fixe les règles, Madame la Vice-Présidente? Qui fixe les normes? Il y a des organismes qui fixent les normes. Hein? Ces normes, c'est pour assurer à la population la sécurité. Quand vous avez un produit qui est mal présenté, qui a l'huile qui coule sur le bouchon, moi, je ne vais pas le prendre. Non, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Prenons le cas spécifique du Cameroun. Prenons le cas spécifique de vos agriculteurs. Oui. Pourquoi, ou alors du moins, est-ce que la CAPEF, dans les différents secteurs de production de la petite agro-industrie, accompagne, ou alors est-ce que la CAPEF donne à ces petites entités-là des normes de fabrication de leurs produits? Parce que n'attendons pas toujours les normes qui viennent de l'extérieur, selon moi. Parce que les normes qui viennent de l'extérieur sont les normes qui participent à l'élimination des produits dans le marché international. Si déjà nous n'avons si déjà nous n'avons pas à l'intérieur des normes de fabrication de nos produits qui feront en sorte que moi, M. Bitan, je suis sûr que le produit que je vais prendre dans un supermarché a été conditionné selon les normes fixées, peut-être par mon État, sous le contrôle d'un organisme X ou Y de mon État, il y a problème. Donc moi, je vous pose la question. Pourquoi la CAPEF, ou alors pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de normes locales? D'abord, dans un premier temps. Il existe des normes internationales qui s'appliquent à tous les produits, qu'on se comprenne bien. Quand on va parler, par exemple, des eaux minérales, on ne va pas réinventer la roue parce qu'on est au Cameroun. Comprenons-nous bien. On sait que, voilà la fiche. Si nous devons mettre une eau de source ou une eau minérale dans une bouteille en PET ou en plastique ou en PVC ou en verre ou en aluminium, il y a des critères. Vous savez que les matières qui rentrent en contact ont des réactions chimiques. Donc, nous n'allons pas réinventer la roue. Mais maintenant, s'il n'y a pas une culture du consommé local, vous aurez beau créer même vos normes locales, mais si le Camerounais lui-même a honte de manger une boule de couscous avec du gombo quand il est dans un restaurant chic, la norme n'y fera rien. Il y a d'abord ce problème culturel qui joue. Ensuite, les agro-industries. Vous dites une petite agro-industrie. Mais pourquoi c'est plus facile de développer une toute petite industrie en Europe aujourd'hui, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou en Chine, ou en Inde? Pourquoi? Mais parce qu'il y a des industries lourdes qui existent. Voilà un marché comme le Cameroun, on n'a pas une seule usine qui fabrique les boîtes de conserve. Et si vous vous levez un matin pour dire « je veux créer une usine de boîtes de conserve », mais vous n'aurez jamais les moyens. Nous avons aujourd'hui l'industrie du verre qui est inaccessible aux Camerounais. Nous avons des femmes dynamiques qui font des jus de fruits pressés, qu'elles mettent dans des bouteilles reconditionnées, récupérées dans les marchés. Mais qui va vous boire ça? Parce qu'on trouvera que la bouteille a peut-être contenu du pétrole ou je ne sais quoi. Alors qu'il nous faut une industrie du verre. Vous allez me dire, on en a une. Mais elle ne livre qu'aux brasseries. Elle n'est pas là pour favoriser l'émergence des petites industries locales. Nous avons, par exemple, les industries du papier. Ce n'est pas dans n'importe quel papier qu'on va mettre l'aliment. Vous avez vu en Europe les fast-foods où ça va vite,
On a une espèce de box avec des pattes dedans. Mais c'est un papier spécial qui a une couverture alimentaire. Mais nous ne l'avons pas ici. Donc, pour vous dire que pour monter une agro-industrie digne de ce nom, qui doit être aux normes, je pense par exemple au projet PME, qui dit on va accompagner nos PME en donnant 50 millions. Mais c'est de la moquerie. Vous ne pouvez pas créer une industrie avec 50 millions. Ça n'existe pas. Parce que vous avez comment on va appeler ça? Vous avez des facteurs qui rentrent en compte dans votre production, qui fera que votre industrie, qui si elle était en Europe ne coûterait que 20 millions, parce que vous pouvez appeler le fabricant de bouteilles de verre du coin ou de pots de miel, si vous faites le miel, la confiture. Pourquoi les confitures n'explosent pas? C'est tellement bête à faire. Mais il n'y a pas les bocaux. On va le mettre dans quoi? Alors, est-ce qu'il faut aller acheter un conteneur de bocaux en verre en Turquie, en Inde, pour le ramener au Cameroun? Mais votre confiture va coûter combien à la fin? Est-ce qu'on aura résolu le problème? On aura peut-être résolu la présentation, mais le pouvoir d'achat des Camerounais, il est d'abord de combien pour avoir à accéder à ce type de produit? Donc, quand on est dans une société ou un environnement comme le nôtre, où on passe le temps à importer des boîtes de conserve, alors qu'il suffirait d'investir dans une conserverie et de permettre, comme on a dit tantôt, aux coopératives de venir chercher 1000 boîtes, 500 boîtes, 2000 boîtes pour faire émerger leur Made in Cameroun, pour mettre dedans ou les petits pois, ou le piment, ou la tomate séchée, ou des épices, eh bien on aura réussi. Mais aujourd'hui, qui veut se lancer dans ce secteur? Moi, je dis que l'État doit prendre ses responsabilités parce que ce n'est que là que ces petites industries vont se développer. Il est facile d'arriver en Inde, de demander 1000 boîtes. Le monsieur, il vous livre en 30 minutes. Ici, si vous voulez 1000 boîtes de conserve pour mettre de l'haricot dedans, ben vous allez attendre 4 mois. Et puis, il va falloir voir si vous avez les moyens de payer la quantité minimum. Parce que là-bas, on parle de minimum 1 million d'exemplaires. C'est déjà tout votre investissement. Vous n'avez même pas encore commencé à transformer. Donc, c'est un exemple concret que je vous donne qui peut être un frein à la création des agro-industries aux normes. Bon, évidemment, il y a des règles d'hygiène toutes bêtes. J'ai visité des coopératives qui font des yaourts, qui font du lait. Mais on ne pourra jamais le faire ici. Madame la vice-présidente, depuis un certain nombre d'années, notamment en Côte d'Ivoire, il y a de gros groupes industriels de l'agroalimentaire qui se sont installés. Oui. Et depuis quelques mois, on observe au Cameroun la présence alors agressive de ces gros groupes industriels. Absolument. Les agriculteurs que nous avons rencontrés ont peur. Ils se disent que déjà, ça n'allait pas Oui. et que maintenant, ils sont totalement à l'agonie. Oui. Que vous inspire cette arrivée massive, n'est-ce pas, des gros groupes industriels ou alors des hypermarchés dans notre pays? Bon, moi je vois une opportunité dans ces supermarchés parce qu'il ne faut pas qu'on se plaigne de quelque chose et quand ça arrive, on est surpris. Il ne faut pas que les gens sentent à l'agonie. Les agriculteurs. On a bien compris, les agriculteurs. Moi je dis, on se sentirait dans quelle agonie? Puisqu'on a toujours produit du brut, on n'a rien transformé. De quelle agonie allons-nous parler? Le petit agriculteur de Kousséri, est-ce qu'il viendra diffuser ses produits chez Carrefour, à Douala ou à Yaoundé? Je ne pense pas. Son marché local, c'est lequel? Ça, c'est la première question. Je ne vais pas vous répondre à une question par une autre question, mais je dis, il faut qu'on s'interpelle là-dessus. De deux, les supermarchés ont mis des mécanismes pour barrer la route, et là je suis d'accord avec vous, à un certain nombre de producteurs. Pourquoi? Parce que à un moment donné, en Europe, s'était développée une phobie du légume, du vivrier. S'il y avait une petite tache noire, on ne l'achetait pas. Donc, ils ont commencé à standardiser de plus en plus les produits.
Eh bien, quand on standardise, on jette beaucoup. Quand on standardise, on n'est pas forcément sûr d'avoir un produit sain. Et aujourd'hui, 20 ans après pour les Européens, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu tort et maintenant ils essayent de revenir vers des produits un peu bio. Or, ça avait été délaissé depuis longtemps. Nous avons la chance au Cameroun d'avoir de bons produits. Je voudrais même dire bio puisque les agriculteurs n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides et des engrais. Donc, je voudrais dire qu'on mange sainement. Mais ces supermarchés devraient nous encourager à faire, je vais vous citer un exemple, comme les Italiens. Qu'est-ce que les Italiens ont fait à l'arrivée de grands supermarchés? Ben, les producteurs se sont réunis. Ils ont dit, OK, ils vont amener leurs produits, ils ont plus de marge parce qu'ils ne regardent plus la santé du consommateur. Là, il faut faire de la marge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des supermarchés des producteurs. Donc, quand vous arrivez dans le supermarché des producteurs, qui est achalandé comme une structure qui est moderne, alors vous allez trouver des produits à 40% moins chers que dans la grande distribution. Donc moi je vois ici, c'est bien parce que ça doit réveiller les Camerounais. On ne doit pas dormir, on ne peut pas passer le temps à critiquer, mais on ne construit rien. Et puis vous savez, le gouvernement met en place un certain nombre de mesures. Il donne une stratégie globale. Il a des sectoriels qui développent. Mais je n'ai jamais vu dans un pays que c'est le gouvernement qui vient lui-même créer des supérettes. Et nous, les opérateurs économiques, on sert à quoi? Ben c'est ça. Il faut plutôt que les producteurs se rendent compte qu'ils peuvent devenir des entrepreneurs et voir ici une opportunité en se disant, ben, si des grands hyper viennent, qu'ils vont vendre des produits que je trouve en route, peut-être chez mon boutiquier du coin, à 200 francs. Dans l'hypermarché, il va coûter 850, hein. Il ne va pas coûter moins cher. Mais j'irai par snobisme, j'irai parce que je suis entrée dans une grande surface. Maintenant, moi je propose que ces producteurs se réveillent et on doit pouvoir créer maintenant des réseaux de distribution. Il en existe, je n'ai pas dit de jeter les tomates par terre comme on trouve tous les jours en route. On parle de jolis magasins achalandés, bien décorés, dont on est sûr de la provenance des produits. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui vont vous dire « je préfère acheter l'ananas importé ». Moi, ça m'a choqué. Mais en réalité, quand on a analysé l'ananas du coin, qui est surchargé de produits chimiques parce qu'on fait accélérer le vieillissement de l'ananas, je peux vous dire que maintenant, je regarde l'ananas à 2 fois avant de savoir s'il faut le consommer ou pas. Donc ça, c'est une réalité. Et nos services phyto, est-ce qu'elles descendent sur le terrain? Est-ce qu'elles ne descendent pas? Ce n'est pas moi qui peux vous répondre, mais il y a ce malaise. Ok. Est-ce que, dans ce cas, la CAPEF, avec l'arrivée de ces hypermarchés, est en train de réfléchir sur l'organisation des producteurs afin qu'ils ouvrent des supermarchés ou des hypermarchés locaux? Oui, je vais vous rassurer, on n'a pas attendu que ces hypermarchés viennent. Le problème de l'accès au marché a toujours été un problème pour les agriculteurs. Donc on n'a pas attendu que les grandes surfaces arrivent, non. On est tout simplement dans la réflexion de savoir comment est-ce que nous allons organiser ce marché. Mais vous savez, on a plusieurs problématiques. Vous avez dit en début de cette interview qu'il y avait le vivrier, puis il y avait les cultures de rente. Le vivrier, il est fait à petite échelle auprès d'un producteur, ce qui fait que le surplus de production est très faible. Donc si demain on devrait alimenter des supermarchés, ça voudrait dire qu'il faudrait faire des contrats avec ces producteurs. Il faudrait qu'ils respectent les normes qu'on va leur donner. Ça veut dire ne pas mettre plus d'engrais que possible, ne pas mettre de pesticides, respecter quand même les dosages qui sont prescrits dans le cadre des pesticides ou des insecticides et même des engrais. Donc, ça, c'est une réflexion qui ne se monte pas en un jour. Si nous montons des supermarchés avec les producteurs et que vous arrivez dans ce supermarché qu'il est vide, on n'aura pas réussi. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de mettre des produits douteux.
dans ces supermarchés, on va se discréditer. Donc c'est un travail de longue haleine qu'on a entrepris il y a aujourd'hui plus de 3 ans. Hein, et je pense que certainement d'ici la mi de l'année, on pourra créer des magasins tests pour voir si on est dans le bon timing. Ok. Notre but, je précise bien, ce n'est pas de fournir la classe qui a de l'argent, qui a les moyens de remplir son crédit à Casino, à Carrefour, je ne sais où, c'est d'apporter un produit à un prix 50% moins cher que ce que vous trouvez dans les supermarchés locaux, parce que ça viendra directement des plantations. Et un produit bio. Et un produit, bon, si possible bio. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais si possible bio. Ok. En tout cas, vous le saurez bientôt quand on va inaugurer, parce que tout est presque prêt. Et bientôt, notre président aura le plaisir de l'annoncer officiellement. Ok, merci de donner à AgriTV ne serait-ce que la primeur de la petite information. C'est ça. Madame la vice-présidente, certains experts pensent que l'un des piliers majeurs pour que l'agro-industrie se développe dans notre pays demeure la question de la sécurité foncière de nos agriculteurs. Existe-t-il un statut de l'agriculteur dans notre pays? Oui. Ok. Écoutez, ça c'est le plaidoyer que mène la nouvelle équipe dirigeante de la CAPEF depuis qu'elle est en poste depuis 2011. Nous avons mené un plaidoyer qui, je crois, a abouti l'année dernière, à savoir revisiter le statut d'agriculteur. Je vais vous donner un exemple tout bête. Peut-être en France, pour ne prendre que l'exemple de la France et puis même aux États-Unis, vous avez un infime pourcentage de la population qui nourrit les autres. Exemple, 3% de la population française nourrit des millions de personnes. Or, au Cameroun, c'est 80% de la population qui est dans l'agriculture, qui se nourrit elle-même et nourrit les autres. Donc, elle s'auto-emploie. La Chambre d'agriculture a fait le plaidoyer de la structuration du statut de l'opérateur agricole. Donc, il est en cours d'étude. On a eu l'accord de la hiérarchie et c'est en révision. Donc ça, c'est un problème. Parce qu'à partir d'un quart d'hectare, vous êtes considéré comme un agriculteur. Or, ailleurs, vous êtes considéré comme quelqu'un qui fait du jardinage. D'accord? Vous n'êtes pas agriculteur. Un agriculteur, ça commence à avoir des véritables problèmes quand on aborde déjà 50, 100 hectares, 500 hectares. Là, vous êtes un véritable professionnel avec des problèmes bien précis. Là, vous êtes considéré comme un agriculteur. Si on parle seulement du végétal, je voudrais dire la même chose pour l'élevage ou la pêche, bien sûr. Hein. Tout dépend de la dimension de l'exploitation que nous avons. Alors, donc c'est pour ça que je dis que c'est difficile de parler du statut. En tout cas, il est en réflexion. Est-ce que aujourd'hui, le Cameroun qui a mis l'accent sur l'agriculture familiale, plus que la production agricole professionnelle et professionnelle, est-ce qu'elle a bien fait, est-ce qu'elle a mal fait? Moi, je pense que non, parce que même si vos enfants n'ont pas d'emploi, il y a quand même une terre quelque part qu'ils peuvent exploiter et ça leur permet de se nourrir. Bon, maintenant on vient sur le foncier, évidemment, dans cette préoccupation. Oui, j'allais rebondir parce qu'un autre pilier est certainement l'adoption d'un code foncier et d'un plan foncier. Alors, je ne suis pas compétente pour vous répondre sur le code foncier ou ce qu'il en est, mais si vous voulez mon point de vue personnel, il y a trois problèmes que j'ai décelés pendant ce mandat. Vous avez les Camerounais de la diaspora qui viennent avec des partenaires étrangers, qui annoncent qu'ils vont développer 5 000 ou 10 000 hectares de terre. Et évidemment, quand ils ont la concession étatique, eh bien, ils disparaissent. Un matin, on voit le fameux investisseur étranger revenir au Cameroun pour s'enquérir de la situation, et on se rend compte que, en fait, il s'est fait plus ou moins arnaquer. Donc, le gouvernement s'est rendu compte que beaucoup de Camerounais de la diaspora, ou locaux,
demandé des concessions de terre qu'ils bloquaient en fait, parce que quand vous avez donné une concession à quelqu'un, vous ne venez plus faire un projet là, et ils ont bloqué des terres agro-industrielles comme ça. Donc du coup, le gouvernement a commencé à bloquer en disant, vous faites d'abord un minimum d'investissement dans une zone donnée, et ensuite, on vous donne l'accord de poursuivre. Donc je crois que ça, c'est l'un des mécanismes. Je profite d'ailleurs de votre plateau pour dire aux uns et aux autres que quand vous voulez exploiter une terre agro-industrielle d'une certaine envergure, il n'y a pas que le problème du foncier qui joue. Même si on vous donne le foncier en concession étatique, il y a l'environnement qui joue. Bien entendu. L'impact environnemental. Et l'étude d'impact environnemental, par moments, coûte très très cher, est souvent très compliquée et gérée par des personnes qui ne sont pas forcément expertes dans le domaine. Donc, ce qui peut souvent apporter des petits couacs dans ce genre de contrat. Maintenant, nos agro-industries locaux. Les agro-industriels locaux, on va penser bêtement comme le Camerounais lambda, c'est qu'on se dit, mais on peut planter du maïs au Cameroun. Quelle est cette histoire où Brasserie explique qu'il faut qu'il importe du maïs? Je donne un exemple. Ou bien Chococam, il faut prendre les arachides au Tchad. Exactement. Alors, moi j'ai compris que, premièrement, ces agro-industriels ont demandé des terres pour booster la production. Et se pose évidemment le problème du coutumier. Vous allez pas sortir les populations de leurs terres coutumières parce que c'est bien organisé comme ça pour venir y implanter une usine. Il y a un mécanisme qui se met en place. Mais l'État quand même a des terres qu'il met à disposition des agro-industries. Alors, il faut tout simplement que ces agro-industriels se conforment à ce qu'on leur demande. Je crois que c'est la moindre des choses. Hein. Au niveau villageois, si votre terrain n'est pas titré, n'est pas tiré, vous allez voir, il y a plein de terres vides dans la broussaille, mais vous allez vous rendre compte que si vous vous mettez là, il y a des machettes qui vont sortir. C'est vrai, parce qu'il y a des populations qui vivent sur ces terres. Donc je crois qu'il y a un ratio qui est très bien organisé entre les terres étatiques et les terres qui appartiennent aux natifs. Il y a eu justement des conflits dans le sud-ouest et je voudrais dire le sud-ouest particulièrement. Parce que les industriels qui ont implanté des plantations de grande envergure ne devaient pas empiéter de la route donc de 0 à 5 km, laissant cette bande de 5 km aux populations pour pouvoir se nourrir. Mais aujourd'hui, si vous faites toute cette route-là, vous allez trouver que les populations habitent dans les plantations agro-industrielles et elles sont au bord de la route. Elles n'ont même pas 2 mètres pour pouvoir y cultiver leur vivrier pour manger. Donc je veux dire que les industriels aussi ont leur responsabilité dans le non-respect du cahier de charges que l'État leur donne. Maintenant, mon avis personnel sur cette question, moi je voudrais inviter plutôt les agro-industriels à ne pas se focaliser sur le problème du foncier. Il y a des régions aujourd'hui qui ont de la terre. Il y a des régions qui sont gérées, je pense par exemple au Lamido, je pense par exemple aux chefferies, qui, même si l'État donne une instruction, ils ne respectent pas forcément, et ça tout le monde le sait. Pourquoi est-ce que nos agro-industries ne veulent pas penser une collaboration? C'est-à-dire que la Chambre d'agriculture a donc proposé, justement, dans ce cadre-là, un programme qu'on a appelé les centres communautaires de production agricole intégrés. Et la Chambre d'agriculture étant un démembrement étatique, donc chambre consulaire, va sécuriser les terres villageoises et les terres qui seront proposées ou mises en concession pour y produire les matières premières locales dont ont besoin les industries. Donc ce programme a été validé par la hiérarchie, a été mis en place, un premier comité s'est réuni et nous avons déjà commencé à aborder
la problématique. Je peux vous dire que ça a été accueilli favorablement par tous les acteurs qui étaient présents. Je donne un exemple d'un opérateur économique qui importe beaucoup de soja, parce que je tairai son nom ici, qui nous a dit, Madame, mais au lieu d'importer du soja et du maïs, si on peut l'acheter directement dans vos sépias, parce que ça s'appelle sépia, eh bien, on est les premiers clients. Nous avons une autre opératrice économique qui fait dans l'huile de palme. Elle nous a dit, si vous pouvez produire suffisamment d'huile de palme, on vous signe un bon de commande. Donc, vous voyez que le problème du vendre avant de produire est faisable. Il s'agit d'une bonne organisation pour y arriver. Mais l'handicap que nous aurons maintenant, c'est de maîtriser la première transformation. Parce que quand vous prenez, par exemple, je vais donner l'exemple de l'huile de palme, hein, je ne suis pas experte, on m'a expliqué, on m'a dit non, ce n'est pas qu'il vous suffit de presser et puis vous livrer à l'usine, non. Ce n'est pas une huile qu'on peut raffiner directement. Il y a d'abord une première transformation qui va enlever l'acidité, des impuretés, etc. Et c'est ce produit de la première transformation que nous allons prendre pour raffiner l'huile. Vous voyez donc qu'il y a encore un cap à passer avant de livrer nos agro-industries. Donc c'était un exemple sur la filière palmière huile. Ok. Nous allons continuer, Madame la vice-présidente, en parlant de la politique de la maîtrise de l'eau sur l'ensemble du territoire pour son utilisation à des fins agricoles. Au début de notre entretien, vous nous avez parlé de la zone de l'extrême nord, oui, hein, dans laquelle il y avait une pluviométrie de 2 mois et demi, 3 sur 12. Oui. Est-ce qu'au Cameroun, il existe réellement une politique de maîtrise d'eau sur l'ensemble du territoire à des fins uniquement agricoles? Sincèrement, moi-même, j'ai posé la question aux organismes concernés. Ils m'ont répondu qu'ils travaillaient dessus. En tant que vice-président d'une chambre consulaire, je n'ai pas encore reçu copie du plan sur lequel ils travaillaient sincèrement. Donc je vais être honnête ici, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais je sais quand même que la question a été posée parce qu'on a un problème de météo, parce que vous parlez seulement de l'eau. Mais il y a un problème que beaucoup ne comprennent pas, c'est les changements climatiques qui sont une réalité. Et qui ne sont plus seulement une réalité dans le grand de septentrion qui n'a pas d'eau, mais aujourd'hui, le problème de la pluie se pose maintenant dans les régions du centre et du sud, par exemple. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a également ce problème de climat qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Donc, c'est de plus en plus difficile de penser qu'on va continuer de faire l'agriculture de manière ancestrale en attendant souvent la pluie. Donc, moi, j'invite les producteurs qui le peuvent et qui ont les moyens à penser les systèmes d'irrigation dans leurs exploitations. Et ben voilà, parce que sinon, le rendement ne sera pas au rendez-vous, tel que c'est le cas. La production baisse de plus en plus et ça, c'est un problème lié au changement climatique. D'accord. Ok, Madame, dernière question pour sortir de cet entretien. Que peut-on faire pour valoriser le métier d'agriculteur? Car on constate aujourd'hui que les jeunes ont plus la passion pour le bensikin, pour certains, et d'autres, une course vers un hypothétique Eldorado. C'est bien vrai. Effectivement, la jeunesse trouve que c'est plus facile d'aller faire le bensikin que d'aller conduire des motos, que d'être dans l'agriculture, disons péniblement, même dans les plantations. Nous avons des zones forestières difficiles. Il est difficile pour un jeune qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de matériel, qui n'a pas de tronçonneuse, qui n'a pas de motoculteur, comme le ferait aujourd'hui ces jeunes qui se lancent dans l'agriculture dans des pays qui ont quand même la mécanisation. Hein? Quand on dit la machine, la machine est là pour réduire la pénibilité du travail. Donc vous avez plusieurs facteurs. Vous avez un jeune qui peut-être n'a pas la terre à exploiter et qui trouve qu'il est bon d'aller faire un autre métier.
Vous avez le jeune qui a la terre et puis qui s'adonne à d'autres activités hors agricoles parce qu'il trouve peut-être qu'il a un diplôme et donc c'est dégradant pour lui, après avoir eu une licence ou un doctorat, d'aller pratiquer l'agriculture. Vous avez celui-là qui aimerait bien, qui a de la terre, qui a tout, mais qui n'a pas les moyens et dont l'agriculture pour lui est une opportunité, c'est vrai, mais la pénibilité fait que beaucoup se désengagent de cette activité. Donc il faudrait préciser également que aujourd'hui, tous les jeunes qui ont trouvé un intérêt, par exemple, qui ont été accompagnés, je pense l'un d'un programme qui est en train de bien marcher, le New Generation du CICC, qui encadre les jeunes dans la culture du cacao, est en train de très bien marcher. Et ces jeunes, c'est qui? C'est ceux qui faisaient justement le moto-taxi en route, qui ont abandonné la moto pour entrer dans l'agriculture. En réalité, il y a ici, on l'a dit tantôt dans l'interview, un problème de communication. Si le jeune ne sait pas comment pousse une tomate, quel rendement peut avoir la tomate dans la parcelle exploitée? Comment est-ce qu'il peut faire pour gagner de l'argent? Il ne va pas s'intéresser à l'agriculture. Il va s'intéresser à quelque chose qui lui rapporte. Or, aujourd'hui, et c'est ce qui déçoit un peu, c'est que nos programmes et projets n'expliquent pas l'agriculture comme une activité qui doit être rentable. Vous avez également nos politiques. Je n'ai rien contre quand je dis nos représentants politiques sur le terrain. Je pense aux députés, je pense peut-être moi aux sénateurs, toute personne qui veut aller en campagne. On est dans une année électorale là. Toute personne qui va aller en campagne vont se mettre à distribuer des machettes, des houes et des semences de produits agricoles dont la provenance peut être douteuse. Et un jeune qui aura consacré, ne serait-ce que dans son compte d'exploitation, une somme comme 100 ou 200 000 francs, qu'il aura peut-être économisé en faisant le moto-taxi, qui viendra exploiter une terre, et puis qu'à la fin, le rendement escompté n'est pas au rendez-vous. Il va se plaindre chez qui, ce jeune-là? Donc j'en veux aussi à nos politiques, de prendre l'agriculture à la légère. Pour qu'un jeune s'intéresse à l'agriculture, il faut qu'il soit formé. Il faut qu'il sache... Il faut qu'il soit formé, qu'il soit informé. Dans quelle filière s'insérer. Il faut qu'il soit informé sur les bonnes méthodes. Après, comment est-ce qu'il va vendre ou transformer son produit. Donc aujourd'hui, il y a des centres qui existent. Hein. Je pense par exemple, c'est pour revenir à la Chambre d'agriculture, je pense par exemple à l'école pratique de Minguela, que je vous invite à visiter, parce que c'est un centre de formation où nous accompagnons des jeunes, on leur inculque la responsabilité d'être entrepreneur, parce que une exploitation agricole, c'est comme une petite entreprise. Il faut en permanence être là, il faut le suivi, il faut une bonne connaissance technique une bonne connaissance des techniques agricoles, etc. Il faut connaître le type de variété, il faut savoir là où vous allez vendre. L'erreur aussi que nous avons, c'est que nous produisons et puis après nous partons chercher un marché. Ça n'a pas de sens. Alors, il faut trouver le marché avant de produire. Il faut d'abord avoir la commande avant de produire. Hein? Il n'y a qu'au Cameroun, on dit produisez et puis vous allez vous débrouiller au marché. Ça ne marche pas comme ça. Mais comme vous êtes actuellement vice-présidente de la CAPEF, section agriculture, je pense que dans votre plan d'action, vous avez mis en place des solutions pour cela. Oui, c'est pas facile en fait. Vous voyez, un agriculteur n'a pas vocation à vendre. Son problème est de bien produire et de trouver un marché qu'il va livrer. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas être spécialiste de tout et on ne peut pas être partout. On doit être complémentaire. C'est pour ça que la Chambre d'agriculture a mis en place le projet CEPIA, dans lequel nous invitons
la Chambre de commerce, le GICAM, toutes les structures patronales a créé un joint venture avec les producteurs. La question que moi je voudrais renvoyer à ces agro-industriels qui vous suivent, c'est est-ce que le problème est le problème du foncier ou est-ce que le problème est de la livraison de la matière première dans vos usines? Parce qu'il faut qu'ils répondent. C'est là qu'il y a ambiguïté. Même eux-mêmes, ils ont du mal à gérer leurs industries avec tout ce que ça comporte. Nous avons une main-d'œuvre très peu qualifiée qu'il faut former, qui est chère par rapport à certains pays si on compare. Nous avons des impôts qui sont suffisamment lourds, qui par moments asphyxient nos entreprises parce que, c'est pas moi qui le dis, ce sont ces industriels qui le disent. Et je vois ici des opportunités de jonction qu'on peut créer entre la chambre consulaire, donc les chambres consulaires d'abord, chambre de commerce, chambre d'agriculture, et puis le patronat. On doit pouvoir se comprendre. Nous, on est agriculteurs, on est heureux d'être agriculteurs, et on serait heureux que ces industriels nous rachètent la production pour qu'on n'ait pas à aller vers un marché qui n'est peut-être pas disponible. Donc voilà à peu près, ou qui est même disponible, mais dont on ne connaît pas les rouages. Un commerçant a ses techniques qu'un producteur ne maîtrise pas forcément et vice-versa. Et vice-versa. Donc moi je voudrais rassurer également les opérateurs économiques via votre plateau, pas seulement les jeunes, mais les hommes, les femmes, les opérateurs économiques, en leur disant oui, même si vous êtes convaincus que vous avez un bon projet, renseignez-vous suffisamment avant de vous lancer dans l'agriculture. C'est un secteur où on peut vite couler, financièrement on peut être déçu parce qu'on n'a pas pris la peine de savoir où on mettait les pieds. Je répète, c'est un secteur de professionnels et c'est un secteur dans lequel on peut vite s'enrichir. Donc je pense que le secteur est ouvert à tous et vos médias sont justement là pour relayer l'information. Il est important que nos programmes et projets communiquent suffisamment sur ce qu'ils font, comment accéder à eux, au financement, à la formation. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui, mais seulement est-ce que les gens seront au courant? Ça, c'est la véritable question. Ok, c'est sur cette interrogation, Madame la Vice-Présidente, que s'achève cet entretien. Nous vous remercions une fois de plus de nous avoir éclairé sur un certain nombre d'aspects, non seulement sur les missions de la CAPEF, mais également sur ce qu'elle fait en tant qu'organisation pour nos agriculteurs. Merci. Encore une fois, merci. Merci pour l'invitation à ce plateau.